Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, un très très grand classique, une partie entre Botvinnik et Paul Keres au championnat du monde de 1948. Donc suite à la mort d'Alekhine, vous savez qu'il a fallu, définir un nouveau champion du monde et c'est à l'occasion de ce tournoi qu'on a pu le faire et c'est ici que Botvinnik a gagné son titre. Donc, dans cette partie, Romu, d'une grande importance à la fois historique et sportive, puisque c'était déjà la ronde de 10, c'était très avancé dans le tournoi. Botvinnik a les blancs, et il commence par son coup fétiche, l'un de ses coups fétiches en tout cas, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, et fou B4, la défense nimzo-indienne. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire du jeu de Botvinnik contre la nimzo ? Bon, en tout cas, la nimzo était très populaire à cette époque et Botvinnik avait pour habitude de jouer contre la nimzo la variante avec E3. Donc c'est une variante assez solide mais complètement intéressante. L'idée est de développer le fou en D3 et de lutter pour le contrôle de la case E4 qui est une des choses clés de la nimzo, puisque dans la nimzo, les noirs placent le fou en B4 et donc clouent le cavalier C3 et donc luttent pour le contrôle de la case E4. Donc après E3, il y a pas mal de coups possibles pour les noirs. On peut jouer D5, on peut jouer C5, on peut jouer B6 et petit roc, bien évidemment, qui est le coup qu'a choisi Paul Keres. Botvinnik joue le coup A3, qui est un des coups complètement jouables dans cette position. Il y a d'autres coups possibles, on peut jouer fou D3 ou cavalier E2 notamment. A3 est un coup normal pour prendre la paire de fous. Et donc après fou prend C3, pion prend C3, on obtient une structure de pion typique de la nimzo, à savoir les pions doublés en C3 et C4. Donc sur le long terme, les noirs ont une meilleure structure de pions. Mais tout cela s'est fait au détriment de la paire de fous que les blancs possèdent, et donc les blancs vont chercher naturellement à valoriser cette paire de fous et essayer d'ouvrir le jeu un peu plus tard. Ouais. D'autre part, le centre des blancs, excuse-moi de te couper. Oui, d'autre part, le centre des blancs est vraiment très compact, on va dire, très solide, et dans la plupart de ces ouvertures avec les blancs, Botvinnik cherchait justement à avoir une certaine domination en termes d'occupation du centre. Voilà, on peut penser d'ailleurs à l'ouverture qui porte son nom dans l'anglaise, le système Botvinnik, où on met un pion en C4, un pion en E4, un pion en D3. En tout cas, il aimait les structures vraiment compactes au niveau du centre, et là, évidemment, il est gâté, puisque clairement, les blancs vont avoir plus de pions que leur adversaire pour lutter au niveau du centre. Après, on peut dire qu'ils sont faibles, mais en tout cas, ils sont plus nombreux. Bien sûr. Donc ici, il y a plusieurs stratégies possibles pour les noirs. Là, on parle d'une position qui a été jouée des centaines de milliers de fois dans la base de données. Keres a choisi le coup tour E8. C'est un coup un peu surprenant parce que très régulièrement, les noirs préfèrent plutôt jouer le coup C5 qui rentre dans une logique assez facile à comprendre. On a doublé les pions en C3 et C4. Donc après C5, naturellement, on va essayer de les viser en préparant B6, des choses avec fou A6, cavalier C6, cavalier A5, placer une tour en C8, et donc le pion C4 peut facilement être dans le viseur des pièces noires. Bien sûr, les blancs ne vont pas rester les bras croisés à regarder les noirs attaquer le pion C4. Ils vont essayer, comme tu l'as dit Laurent, de prédominer au centre et sur l'aile roi, et donc d'essayer d'avancer les pions, notamment le pion E3 qui pourra peut-être s'avancer en E4 plus tard, et essayer de lancer une attaque sur le roi noir. Mais Keres a choisi une stratégie complètement différente. Il a choisi le coup tour E8. Alors l'idée de tour E8 est d'avancer le pion en E5. Alors chose qu'on n'a pas encore dite. On voit qu'on est typiquement dans un combat avec deux fous et un cavalier contre un fou et deux cavaliers pour les noirs. Donc dans ce genre de situation, le camp qui ne possède qu'un fou essaye de placer les pions sur les cases de la couleur opposée à celle du fou qui reste.
Donc ici, les cases noires pour les noirs. Pourquoi? Parce qu'un pion qui est positionné sur une case noire contrôle des cases noires. Donc comme on a perdu le fou de case noire que Kérès a échangé, il s'agit de prendre le relais. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais pour contrôler ces cases noires. Et c'est souvent les pions qui prennent ce relais. Et en plus, en se plaçant sur case noire, ils permettent au fou restant, le fou C8, de pouvoir circuler entre ces pions. Ouais, c'est ça. Non seulement on veut remplacer le fou qui a disparu, mais aussi on veut pouvoir créer du jeu sur la couleur sur laquelle on est les plus forts, c'est-à-dire sur les cases blanches. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une stratégie vraiment très classique dans la Nimzo. Donc tout à l'heure, on a parlé du coup C5 qui rentre complètement aussi dans la même logique parce que le pion se place aussi sur case noire. Mais donc Kérès choisit de jouer tour E8 pour préparer la poussée E5. Donc ici, on commence par cavalier E2. On aurait pu s'attendre, si on réfléchit pas trop dans les détails, on aurait pu s'attendre à fou D3. Mais après le coup E5 qui était préparé par Kérès, il aurait fallu prendre en compte, pourquoi pas un E4 un jour ou l'autre, ou ce genre de choses. Donc Botvinnik commence par cavalier E2, voilà, de façon préventive, quoi. Il s'intéresse évidemment au jeu de son adversaire, et désormais, après E5, c'est la partie. On joue cavalier G3, mais on n'a pas encore défini on n'a pas encore défini la case où on va développer notre fou, mais ce ne sera pas obligatoirement la case D3. Ouais. Aussi, on peut dire que le cavalier en G3 profite de l'affaiblissement de la case F5. C'est un des avantages aussi d'avoir retardé la sortie du cavalier G1 plus tôt dans la partie. Et il a gardé une certaine souplesse et il s'est adapté au plan noir. Donc les noirs ont décidé d'avancer le pion E. Du coup, la case F5 peut se retrouver un petit peu affaiblie. Et donc le cavalier en G3 va être idéalement placé. Donc Kérès continue par D6, donc toujours case noire. Et là, un joueur de Nimzo peut penser au coup normal C5 dans cette position qui serait complètement logique, avec l'idée de continuer par cavalier C6 avec une stratégie dont on a parlé déjà tout à l'heure, placer les pions sur case noire et continuer le développement assez basique avec le cavalier en C6. Mais Kérès a choisi cavalier B D7. Bon, c'est un peu plus timide, on va dire. Ouais, tout à fait. Ça manque un petit peu d'énergie. ça ne crée pas spécialement de pression sur la structure adverse. Donc, est-ce qu'il était... bon, vous savez probablement que Kérès est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps qui n'a pas eu le titre de champion du monde. Alors, on peut dire que c'est à cause du manque de chance, mais bon, le jeu d'échecs n'est pas sponsorisé par la Française des Jeux, donc la chance n'entre pas vraiment en compte. Donc probablement avait-il des petits défauts psychologiques, on va dire, peut-être qu'il craquait un petit peu sous la pression, et peut-être que pour cette partie, il a cherché avant tout à être solide et il n'a pas joué dans l'esprit suffisamment, en fait. On va s'en rendre compte un petit peu plus tard. Donc ici, petit roc, pas besoin d'expliquer. Le coup C5, et maintenant F3 pour les blancs. Alors à quoi sert le coup F3 ? F3, on l'a dit, les blancs, Botvinnik adorent jouer pour le contrôle du centre. Donc l'idée, c'est de mettre en marche l'avancée des pions centraux. Le pion F3 contrôle parfaitement la case E4 notamment. Donc c'est une stratégie complètement traditionnelle dans ce genre de situation. Et ici, les noirs doivent rester fidèles à ce qu'on a dit, à savoir continuer à jouer contre la structure adverse. Et donc peut-être un coup comme B6 peut-être était envisageable. Mais Kérès a pris une décision stratégique assez bizarre, pour ne pas dire mauvaise. Alors peut-être expliqué par ce que tu disais, peut-être que le tournoi était très important, il était très bien placé il était en tête à ce moment-là de la partie, donc peut-être qu'il commençait à sentir une certaine pression, et les nerfs ont complètement craqué, et il a pris une décision stratégique vraiment mauvaise en prenant D4 avec le pion C. Donc pourquoi c'est mauvais ?
Tout simplement parce que les blancs ont la paire de fous, et donc les blancs cherchent eux-mêmes à ouvrir la position, et c'est prend D4 fait exactement le boulot des blancs, et ils ouvrent eux-mêmes la position, ce qui est quand même assez paradoxal. Et donc après CD, il a joué cavalier B6, qui était certainement l'idée de Keres, l'idée concrète, mais il a raté une petite pointe qu'on va voir un peu plus tard. Donc, quelle est l'idée de cavalier B6? C'est que il exerce une pression sur le pion C4, mais aussi après le coup naturel fou B2. Donc, le fou se développe sur la grande diagonale et vise le centre. Là, il continue, Keres, dans son idée, donc très concrète, mais malheureusement douteuse, de prendre en D4. Donc, son idée est de préparer la poussée D5. Donc, sur le naïf, E prend D4, si les blancs reprennent avec le pion E, les noirs joueraient D5, se débarrasseraient de leur pion faible, et là, on comprend totalement que les noirs ont résolu tous leurs problèmes, et ils ont peuvent même espérer beaucoup mieux, parce que le pion D4 peut se retrouver gênant puisqu'il bouge le fou B2, il peut se retrouver isolé dans certaines variantes. Le coup F3, on ne comprend pas trop ce qu'il apporte dans la position. Le roi blanc peut se retrouver faible, les cases noires. Enfin bref, ça ne va pas. Ouais, et puis maintenant, au niveau de la lutte dont tu parlais, où on a 2 fous et un cavalier pour les blancs face à 2 cavaliers et un fou pour les noirs, ce sont clairement les cavaliers noirs qui sont en train de prendre le dessus. Si les blancs décidaient d'accepter l'échange des pions C4 et D5, il y aurait une magnifique case en D5 pour un cavalier. Et même après C5, on se doute que les noirs vont continuer par cavalier C4. Le fou B2, qui devrait être la star de la position blanche, est au contraire catastrophique. Et clairement, la stratégie noire est en train de s'imposer. Bon, comme tu l'as défini, le coup E prend D4 pour les blancs aurait été particulièrement naïf, et je ne suis pas certain que Keres s'attendait à ce coup E prend D4. En revanche, peut-être qu'il n'a pas anticipé le prochain coup de Botvinnik. Peut-être qu'il a pensé que Botvinnik allait soit prendre de la dame, mais dans ces cas-là, après cavalier A4, le fou B2 va être échangé, et puis comme on l'a dit, c'est la bonne pièce pour les blancs, c'est le fou qui n'a pas d'adversaire. Ou, deuxième option, si on prend en D4 avec le fou, maintenant, il y a un véritable contre-jeu qui se met à jour, avec ce pion C4 qui va être pris à partie, et qui n'est pas si facile que ça à défendre pour les blancs. En revanche, suite à E prend D4, on est revenu dans la partie, lorsque les noirs ont joué E prend D4, Botvinnik a eu la réaction parfaite, c'est-à-dire qu'il s'est dit je dois assurer le contrôle des cases blanches avec mes pions, de telle sorte que mon adversaire n'ait pas suffisamment de contre-jeu, notamment qu'il n'ait pas le coup de D5 à sa disposition, et le fait de placer mes pions sur les cases blanches va me permettre de dominer les cases noires, ou en tout cas d'attaquer en direction des cases noires. Et c'est comme ça qu'on trouve le très joli coup stratégique E4. Oui, totalement. Là, il stabilise la structure au centre. Le pion D6 va être toujours faible. Et on voit que les pièces noires vont être un peu, les cavaliers notamment, vont être un peu dominés par les pions blancs. Et les noirs ne pourront plus jamais se débarrasser de leur pion faible en D6. Donc après E4, Keres a joué Fou E6. Oui, c'est ça, Fou E6. Il attaque le pion C4, donc la tour C1, pas de problème. Toujours pas de dame prend D4, parce que systématiquement, on pourrait penser à cavalier A4, on va venir harceler ce fou, pourquoi pas échanger les dames un jour. En tout cas, on ne veut pas permettre l'idée de l'adversaire, donc il commence par tour C1, et désormais cavalier A4 ne sera plus jamais un problème, parce qu'on aura la case de repli sur A1. Exact, bon, ici Keres a commencé probablement à paniquer un petit peu, à se rendre compte que la stratégie qu'il avait mise en place ne fonctionnait pas, on va dire. Il a joué tour E7. Alors c'est un coup multifonction, il cherche à doubler les tours sur la colonne C, il donne peut-être accès à sa dame vers la case F8 pour
protéger la cible, hein, pour protéger G7, mais c'est quand même un petit peu lent et on va voir que ça va pas être un succès. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire à la place? Peut-être continuer dans l'esprit avec tour C8, suite à dame prend D4, cavalier à 4, fou à 1, installer peut-être le cavalier en C5, créer des menaces en B3. Bon, les blancs sont mieux, mais ils n'ont pas non plus un avantage décisif à leur disposition. Donc voilà, il était encore possible de lutter comme ça. Ce qu'il a fait dans la partie, c'est un petit peu trop attentiste et évidemment, face à un champion de la trempe de Botvinnik, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc dame prend D4, dame C7, et ici, un coup vraiment joli, d'une part parce qu'il fait preuve d'une certaine compréhension stratégique, mais surtout parce qu'il permet de rencontrer, peut-être pour la première fois pour nos followers, une manœuvre très originale, on va dire. Ouais. En fait, tout à l'heure, on a parlé de la structure de pion et on a dit que les blancs, avec le coup E4, avaient fixé le pion D6 qui pourrait... on pourrait être tenté de l'attaquer, ce pion qui est isolé sur une colonne ouverte. Donc, on pourrait imaginer, je sais pas, des attaques plus tard avec tour D1, essayer de le viser, ce pion. Mais en fait, Botvinnik a une toute autre idée parce qu'il comprend que l'attaque du pion D6 est contrebalancée par l'attaque sur le pion C4. Donc en fait, on va jamais pouvoir attaquer tranquillement ce pion sans avoir des soucis sur notre propre pion en C4. Donc il se dit qu'il faut absolument utiliser les déséquilibres de la position, et le déséquilibre le plus marquant dans la position, c'est le matériel, puisque les blancs possèdent la paire de fous. Donc comme il est de coutume, quand on a la paire de fous, il faut chercher à ouvrir le jeu. Et c'est ce qu'il a fait avec le coup C5. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la colonne pour la tour. La tour va se retrouver en jeu très rapidement et par une manœuvre assez impressionnante, on va le voir. Donc après pion prend, tour prend, attaque la dame. Donc déjà, la première surprise, c'est de provoquer l'échange de D6. C'est quand même... C'était la seule faiblesse véritable, enfin la seule faiblesse que l'on voyait comme ça, en tout cas le seul pion faible dans la position se fait échanger. Ce sont les blancs qui provoquent cet échange, donc c'est une surprise. Mais vraiment, il est en train de transformer son avantage finalement, et il va tout miser sur les cases noires, puisqu'il a un fou de case noire et son adversaire n'en a pas. Bien sûr, c'est l'exploitation de la paire de fous, mais c'est paire de fous face à un fou et un cavalier. Et donc, dans ces cas-là, on doit essayer plutôt d'attaquer sur la couleur du fou que l'adversaire n'a pas. Oui, exactement. Il transforme un avantage pour un autre. Il a estimé que l'attaque sur les cases noires et l'utilisation de la paire de fous en général va être plus facile à valoriser que la faiblesse relative du pion D6. Donc après tour prend C5, les noirs avaient la possibilité de... Donc dans la partie, il a joué dame F4. Bon, peut-être on peut dire un mot sur dame D8. Joué dame D8, ouais. Mais c'est déjà presque fini. Après, dame prend, on échange les dames. Et l'avantage d'avoir la paire de fous, c'est qu'on peut la rendre quand on le souhaite à notre avantage. Et donc là, c'est le cas avec fou prend F6, pion prend F6 et cavalier H5 qui gagne déjà un pion. Ouais. Avec une position des plus confortables, on va dire. Bon, il y a peut-être d'autres façons d'exploiter l'avantage, mais celle-ci est déjà intéressante. Ouais. Si on a déjà ça à la disposition, ça veut dire que la position est plutôt bonne. C'est clair. Donc, il a joué dame F4, et là, encore une fois, on voit qu'il va s'efforcer maintenant de travailler sur les cases noires, tout en essayant de développer son initiative, et donc il trouve le bon coup fou C1, qui pose une question à la dame, et on sent que la pression commence à monter gravement sur l'aile roi. Donc après fou C1, la dame est obligée de partir s'expatrier sur l'aile dame, puisqu'il n'y a pas vraiment de case dame H4 après fou G5. J'ai peur que la partie se termine rapidement. Donc elle est repartie sur B8, on voit bien que les noirs sont débordés, hein. Leurs pièces sont éparpillées sur l'échiquier sans aucune harmonie, sans aucune coordination. Et maintenant, la fameuse manœuvre dont on parlait, tour G5, c'est pas très habituel de passer par la 5e rangée pour venir se poster face au roi de l'adversaire, mais si c'est efficace, on va pas s'en priver, quoi, on va dire. Ouais,
Et donc là, on voit que la pression vraiment monte de plus en plus, puisque la tour se positionne en face du roi, la dame en D4, le pion G7 dans le viseur, le fou C1, on sent qu'il est prêt à bondir dès que l'occasion va se présenter, et le cavalier G3 est aussi dans les starting blocks, prêt à arriver notamment sur la case de H5. Ouais, par exemple, donc, dans la partie, il a choisi... si cavalier 8, ouais. Cavalier H5, justement. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, c'est déjà fini, on attaque 3 fois le pion G7, et F6 n'est dans rien, puisqu'il y aurait cavalier prend F6, en fait, utilisant le courage du pion G7. Et évidemment, si G6, là, c'est journée porte ouverte sur les cases noires, et il n'y a plus qu'à revenir, enfin, il doit y avoir d'autres gains possibles, hein, ça, c'est pas le problème, mais on pense au moins à reconstruire cette batterie sur les cases noires, et ce sera vite terminé. Donc, Keres a pensé qu'il devait renforcer sa position, il a ramené un cavalier en défense, mais maintenant, c'est un peu la tactique du jour. Ouais, c'est un peu la tactique du jour. Amusez-vous à chercher ce qu'a trouvé Bozzini, comment il a terminé le travail sur les cases noires. Et donc, vous avez probablement trouvé. Vas-y, Romu. Le coup, tour prend G7. Donc, 2 points d'exclamation pour ce superbe sacrifice. Bon, qui était dans l'air. Il ne faut pas se voiler la face quand même. Après, bon, bien sûr, il faut calculer concrètement, mais on sentait bien que les cases noires étaient trop faibles pour qu'il n'y ait pas un accident qui arrive pour les noirs. Et donc, après tour prend G7, on attire le roi sur la même diagonale sur la diagonale A1 H8, donc en vis-à-vis avec la dame D4. Du coup, le cavalier F6 se retrouve cloué, et donc le cavalier G3 peut arriver sur H5 avec un effet dévastateur, puisque après donc roi G6 qui a été joué dans la partie, s'il recule sur une autre case, donc on va dire G8 par exemple, certainement on prend F6. Et là on a du mal à donner un bon conseil après cavalier prend F6, dame prend F6, puisque fou B2 ou fou H6 va mettre fin à la partie très plus le défenseur pour les cases noires. C'est terminé directement. Donc Keres a joué encore un coup par dépit, je pense, le coup roi G8. Oui, il a joué roi G6. Roi G6, pardon. Roi G6. Mais c'est terminé après le petit coup dame E3 qui menace discrètement mat. De 2 façons. Sur G5 ou sur H6, donc c'est vraiment la fin de l'hymne aux cases noires, on va dire, dans cette partie. Voilà, dès le 4e ou le 5e coup, les blancs ont obtenu la paire de fous, mais surtout le fou de case noire. Et ensuite, lorsque les deux stratégies se sont affrontées, c'est clairement celle des blancs qui a pris le dessus. Keres a notamment fait l'erreur d'ouvrir le jeu, alors que c'était pas à lui de le faire. Alors certes, il avait des idées concrètes en tête, avec notamment la pression vers le pion C4 ou la paire CD5, mais il a raté probablement le coup E4. Hein, c'est sans doute le moment décisif de la partie. Oui, et après la poussée C5 notamment, Bozzini a compris que donc le pion D6 n'était pas vraiment attaquable, puisque les noirs avaient du contre-jeu sur le pion C4, et donc cette transition où il a échangé la faiblesse adverse pour activer sa propre tour et jouer sur les cases noires et monter l'attaque qui a suivi dans les coups d'après. Ouais, avec cette manœuvre originale, tour C1, tour C5, tour G5, ouais, effectivement. Parfait. Une très belle partie. Merci Laurent pour merci à toi. nous avoir ressorti, dépoussiéré cette partie d'anthologie qui est un des classiques. On aime bien de temps en temps partager ces chefs-d'œuvre du passé avec vous. On espère que cette partie vous aura plu. On vous conseille de vous abonner si vous ne voulez pas rater nos prochaines publications et nos parties commentées notamment. Et on vous dit à très bientôt. Likez nos vidéos et à très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. Au revoir Laurent. À bientôt. Salut Romu.